with Black Beauty, which I howled over night after night after night. Je me souviens encore du moment précis où tout a basculé. Non pas à cause d'un titre de journal ni d'une rumeur sur les réseaux sociaux, mais à cause d'un dossier qui n'aurait jamais dû être rendu public. Ce qui m'a frappé alors, ce n'était pas seulement le contenu, mais la prise de conscience que cette image soigneusement construite pendant des années était peut-être incomplète dès le départ. La monarchie avait toujours semblé un bastion de rituels, de stabilité et de continuité, mais ce matin-là, la fragilité de cette façade est devenue évidente lorsque les mécanismes de contrôle interne ont failli. Dans les premières secondes, je n'ai ressenti ni colère ni peur, mais de la confusion. Le genre de confusion qui survient lorsque des hypothèses jamais consciemment vérifiées se révèlent soudainement fausses. Le dossier n'avait rien de spectaculaire, ni de alarmiste, ni d'avertissement péremptoire. C'est précisément ce qui le rendait si inquiétant. Il était méthodique, structuré, presque clinique. Des mois de communication interne, de notes de service et de prise de décision s'étaient de conjuguer pour former un schéma qu'on ne pouvait plus ignorer comme une simple coïncidence. En poursuivant ma lecture, j'ai compris que le pouvoir s'exprime rarement par la force. Il murmure, remodèle, déplace lentement les frontières jusqu'à ce que plus personne ne se souvienne d'où l'on venait. Cette prise de conscience fut un choc, car il ne s'agissait pas d'une menace extérieure, mais de quelque chose qui avait germé de l'intérieur. Ce qui m'a le plus frappé, c'était le système. Il ne s'agissait pas d'une série d'incidents isolés ni de désaccords personnels. Cela ressemblait davantage à un réseau d'influences savamment orchestré où de petites interventions avaient des conséquences majeures. Des réunions qui se déroulaient légèrement différemment, des décisions qui paraissaient logiques, mais qui au final aboutissaient à des résultats différents des ordres du jour subtilement modifiés. J'ai alors compris combien il est facile de passer à côté de tels changements lorsqu'on se fie aux structures existantes. Après tout, qui se méfie d'un sabotage interne, surtout quand tout semble harmonieux en apparence? Durant ces premières minutes, j'ai aussi ressenti de la honte. Honte, car comme tant d'autres, j'avais cru pendant des années que la loyauté et la tradition offraient une protection automatique contre les abus. Cette affaire a démontré que la loyauté pouvait en réalité être utilisée comme une arme. Des personnes qui pensaient agir pour la stabilité contribuaient, sans le savoir, à une situation où le pouvoir était concentré entre les mains d'une seule personne. Cela rendait la situation moralement plus complexe qu'une simple lutte entre le bien et le mal. Il ne s'agissait pas de caricatures, mais de personnes qui avaient été progressivement happées par un système qu'elles ne comprenaient pas pleinement. Au fil de ma lecture, le personnel s'est inévitablement mué en politique. Des décisions en apparence techniques avaient des répercussions directes sur des vies, des relations et des réputations. J'ai ressenti une angoisse sourde en réalisant que les malentendus ne sont pas toujours le fruit du hasard. Parfois la distance se crée car elle renforce l'autre. L'idée que l'on puisse délibérément saboter les relations pour consolider son pouvoir me hantait. Combien de fois cela se produit-il ailleurs, me demandais-je, au-delà des murs d'un palais, dans les entreprises, les gouvernements, voire les familles? Les 15 premières secondes de cette découverte ont suffi à bouleverser à jamais ma conception de l'autorité. Non pas parce que je croyais que tout ce que j'avais vu était une preuve irréfutable, mais parce que le lien était trop évident pour être ignoré. J'ai ressenti la responsabilité qui accompagne le savoir. Une fois les schémas démasqués, on ne peut plus se cacher derrière l'ignorance. Cette prise de conscience s'est aussi accompagnée de peur. Car que faire lorsque la vérité menace la stabilité même que l'on tente de protéger? Je revenais sans cesse à une question essentielle: quelle est la véritable valeur de la loyauté lorsqu'elle repose sur des informations incomplètes? La loyauté sans vérité n'est pas une vertu mais un risque. Le dossier a révélé la facilité avec laquelle les systèmes deviennent dépendants de la confiance et leur vulnérabilité lorsque cette confiance est trahie. Il m'a confronté à ma propre tendance à privilégier l'harmonie à la confrontation. C'est peut-être humain, mais c'est aussi dangereux lorsque les institutions dépassent le cadre des individus. À mesure que les pages s'accumulaient, je compris qu'il ne s'agissait ni de ragot, ni de sensationnalisme. Il s'agissait de l'essence même de la légitimité. Les institutions tirent leur raison d'être de la transparence et de la crédibilité même lorsque l'ouverture totale est impossible. Dès lors que la manipulation interne devient structurelle, le système perd son sens moral. Cette prise de conscience me rendit déterminée mais aussi prudente. Tirer des conclusions hâtives serait tout aussi destructeur que le silence. Au terme de cette première phase, je me retrouvais avec plus de questions que de réponses. Depuis combien de temps cela durait-il? Qui savait quoi et qui fermait les yeux? Et peut-être la question la plus difficile: à quel moment l'intervention devient-elle un devoir plutôt qu'un choix? Je savais que cette affaire n'était que le début, pas la fin. Ce qui avait été mis au jour exigeait analyse, courage et la volonté d'en accepter les conséquences difficiles. La véritable crise ne résidait pas dans la révélation elle-même, mais dans ce qui allait suivre.
Plus j'approfondissais le sujet, plus une chose devenait criante. Il ne s'agissait pas d'une prise de pouvoir impulsive, mais d'un processus lent, presque imperceptible. La manipulation n'avait pas pris, ici, une forme ostentatoire. Elle était subtile, bureaucratique, et donc extrêmement efficace. J'ai commencé à comprendre comment le pouvoir préfère se dissimuler derrière des procédures, derrière des « c'est comme ça qu'on fait chez nous », derrière de petits ajustements qui pris individuellement semblent anodins. Ce n'est qu'en les comparant que l'on découvre le schéma. Et ce schéma était d'une constance troublante. Ce qui m'a le plus intrigué, c'est le rôle du facteur temps. Les décisions étaient rarement bloquées d'emblée. Elles étaient de retardées. Une proposition disparaissait juste assez longtemps pour perdre son élan. Une réunion était reprogrammée à un moment où les personnes clés étaient absentes. Dans les notes, j'ai constaté comment les mots étaient subtilement reformulés avant d'être traités par le système. Pas assez pour tirer la sonnette d'alarme, mais suffisamment pour influencer le résultat. J'ai compris à quel point le délai pouvait être un outil puissant. Celui qui maîtrise le temps maîtrise souvent la direction. La loyauté a joué un rôle ambigu dans cette affaire. Nombreux étaient ceux qui semblaient sincèrement croire agir correctement. Ils se conformaient à leur mandat, faisaient confiance aux instructions de leur hiérarchie et ne voyaient aucune raison de poser des questions. C'est peut-être la forme de manipulation la plus dangereuse, celle qui permet à autrui de prétendre ne faire que son travail. Cette constatation m'a profondément troublé car elle signifiait que la responsabilité et les fautes aient été difficiles à attribuer. Il ne s'agissait pas de l'histoire d'un seul agresseur et de nombreuses victimes, mais de celle d'un système qui a permis les abus. J'ai commencé à percevoir des parallèles avec les analyses issues des sciences politiques et des études organisationnelles. Dans les grandes institutions, un pouvoir occulte se met souvent en place, pas nécessairement malveillant, mais difficile à contrôler. Ceux qui contrôlent la circulation de l'information exercent une influence plus grande que les dirigeants officiels. Le dossier a révélé comment les réseaux informels sont parfois plus puissants que les hiérarchies officielles. Cela m'a troublé car cela laissait entendre que même les structures les plus bien intentionnées sont vulnérables en cas de manque de transparence. Ce qui m'a particulièrement frappé, c'est la façon dont les émotions étaient instrumentalisées. Le doute, la fatigue et le désir de paix se sont révélés des moments propices pour orienter les décisions, non par la coercition, mais en faisant des suggestions, en soulignant les préoccupations, en rendant les alternatives un peu plus attrayantes. J'ai constaté ce phénomène dans des contextes sociétaux plus larges. Combien de fois voyons-nous des dirigeants faire en temps de crise des choix qu'ils n'envisageraient jamais en d'autres circonstances? Le pouvoir, c'est précisément qu'en murmurer. En analysant ces mécanismes, une question dérangeante m'a interpellé: comment avais-je pu passer à côté de cela? La réponse était d'une simplicité déconcertante. Parce que la stabilité rassure, parce que l'on aime croire que les systèmes établis de longue date s'autorégulent. Or, l'histoire et les analyses contemporaines démontrent sans cesse qu'aucun système n'est à l'abri de l'érosion interne. Au contraire, plus un système perdure, plus les habitudes risquent de prendre le pas sur les principes. J'ai aussi commencé à comprendre pourquoi la résistance était si difficile. Quiconque s'y opposait était rapidement perçu comme difficile perturbateur, voire déloyal. Dans les notes, j'ai constaté comment les voix critiques étaient neutralisées sans conflit ouvert. Elles étaient moins souvent sollicitées, leurs avis étaient pris en compte, mais rarement suivis d'effets. Ce type d'exclusion est presque invisible de l'extérieur, mais paralysant de l'intérieur. Qui voudrait risquer sa réputation en persistant quand personne ne semble écouter? Ces révélations m'ont obligé à élargir ma perspective au-delà de ce seul dossier. J'ai envisagé d'autres institutions, entreprises et gouvernements où des pratiques similaires ont été mises au jour par des lanceurs d'alerte et des journalistes d'investigation. On constate régulièrement comment le pouvoir se légitime par la complexité. Plus un système est complexe, plus il était facile pour la responsabilité de se dérober. Cette prise de conscience ne m'a pas rendu cynique, mais elle a aiguisé ma vigilance. Elle a souligné l'importance d'un contre-pouvoir de la transparence et de la volonté de continuer à poser des questions qui dérangent. Dans le même temps, je sentais une tension croissante. Car l'analyse seule ne change rien. Comprendre les mécanismes de la manipulation est une chose, décider comment y faire face en est une autre. Je pressentais que cette histoire allait inévitablement passer de la description à la confrontation. La question n'était plus de savoir s'il y avait un problème, mais quelle était son ampleur et quelles seraient les conséquences d'une intervention. Et plus important encore peut-être quel serait le prix de l'inaction. J'ai conclu cette phase par une prise de conscience troublante mais limpide. La manipulation prospère, non pas parce que les gens sont mauvais, mais parce que les systèmes permettent de se dérober à ses responsabilités. Tant que tout est formellement correct, personne ne semble coupable. Mais quelque part dans ces changements silencieux et ces instructions tacites, l'intégrité même s'érode. La véritable menace ne réside pas dans le pouvoir manifeste, mais dans le pouvoir qui se rend invisible.
Et je savais que cette prise de conscience me conduirait inévitablement à un point où le silence ne serait plus une option. Plus je considérais la situation dans son ensemble, plus une douloureuse réalité s'imposait. Le plus grand dommage n'était pas institutionnel, mais personnel. Le pouvoir n'avait pas seulement perverti les structures, mais aussi les relations. La relation entre le père et le fils en particulier semblait avoir été délibérément érodée. Cette prise de conscience m'a frappé plus fort que tous les schémas et documents réunis. Car lorsque le pouvoir parvient à manipuler les liens familiaux, il franchit d'une limite qui dépasse de loin le cadre politique ou protocolaire. Il s'agit alors de confiance, de vérité émotionnelle, du fondement même sur lequel les gens se comprennent. J'ai commencé à réfléchir à des moments qui semblaient anodins sur le moment. Des silences interprétés comme de la distance, des réunions reportées perçues comme un manque d'intérêt, des lettres restées sans réponse et des conversations jamais eues lieu. Le dossier a douloureusement révélé que ces lacunes n'étaient pas dues au hasard. Les communications avaient été interceptées, retardées ou réécrites, non pas de manière grossière ou ostentatoire, mais juste assez pour semer le doute. Le doute est une arme redoutable car on a tendance à se blâmer soi-même en cas d'échec de la communication. Ce qui m'a le plus choqué, c'est l'efficacité de cette stratégie. Quand deux personnes pensent que l'autre souhaite prendre ses distances s'installent naturellement. Personne ne veut imposer son point de vue, personne ne veut paraître faible. Ainsi le silence se mue en conviction. J'ai reconnu ce mécanisme dans ma propre vie et dans d'innombrables histoires que j'ai ensuite découvertes dans des articles et des analyses. Les relations se brisent rarement à la suite d'une seule dispute majeure. Elles meurent d'un malentendu accumulé. Ici, ce processus n'était pas spontané mais orchestré. L'impact émotionnel de cette situation dépassait largement le cadre de simples graphiques. J'éprouvais un mélange de colère et de tristesse en réalisant le temps précieux perdu, du temps où des conversations auraient pu avoir lieu, des malentendus dissipés, des blessures peut-être apaisées. Au lieu de cela, la distance s'était creusée, alimentée par la conviction que cette distance était souhaitable. Ce dossier révélait la fragilité des liens, même les plus forts, lorsque la communication est manipulée. J'ai commencé à me demander pourquoi cette relation en particulier était une cible privilégiée. La réponse était à la fois évidente et troublante. Le pouvoir divisé est plus facile à gérer que le pouvoir unifié. Un père et un fils qui se font confiance forment un socle stable. Un père et un fils qui vivent séparément laissent place aux influences extérieures. C'était un mécanisme classique de division pour mieux régner appliqué au niveau le plus intime. Cette prise de conscience a conféré à toute cette affaire une dimension presque tragique. Parallèlement, cela m'a confronté à une vérité plus profonde. Le pouvoir s'exerce souvent le plus efficacement par le biais des émotions, en alimentant l'insécurité, en amplifiant la culpabilité, en semant le doute chez les individus quant à leur propre perception. J'ai repensé aux études psychologiques sur le gaslighting et la manipulation émotionnelle. Les parallèles étaient d'une évidence troublante. Lorsqu'une personne dissimule ou déforme systématiquement des informations, les personnes concernées commencent à remettre en question leurs propres intentions et leurs souvenirs. Ce processus mine non seulement les relations, mais aussi la confiance en soi. Ce qui rendait cette situation particulièrement complexe, c'était la présence d'une réelle vulnérabilité. La fatigue, le chagrin et la pression rendèrent les gens plus réceptifs aux suggestions. Il ne s'agit pas d'un reproche, mais d'une réalité humaine. Dans de telles circonstances, le besoin de paix et d'harmonie l'emporte sur l'envie de poser des questions difficiles. J'ai ressenti de l'empathie même en reconnaissant la gravité de la manipulation. Cela a montré combien la frontière est ténue entre la compréhension et les excuses et combien il est important de ne pas les confondre. Peu à peu, j'ai compris que ce point deviendrait inévitablement un point de rupture. Les réformes institutionnelles sont négociables. La trahison personnelle touche à quelque chose de plus fondamental. Lorsque les liens familiaux sont délibérément brisés, la justification morale du silence s'affaiblit considérablement. Je me suis demandé à quelle fréquence cela se produit ailleurs, à quelle fréquence les structures de pouvoir profitent des relations brisées sans que personne ne le dise ouvertement. Et surtout, à quelle fréquence les gens pensent qu'une rupture est de leur propre faute alors qu'en réalité, cette rupture a été délibérément fomentée. À ce stade, il est devenu évident que la neutralité n'était plus tenable. La découverte de manipulations au sein des structures est déjà choquante, mais celle de l'utilisation de l'amour et de la confiance comme instrument rend la passivité presque immorale. J'ai compris que cette histoire ne portait plus sur la mise au jour de schémas, mais sur la responsabilité, sur la question de savoir si la vérité l'emporte sur un répit temporaire, et s'il est possible de réparer des relations après qu'elles ont été si délibérément brisées. À la fin de cette section, une dure réalité m'a frappé de plein fouet. Le pouvoir peut remodeler les structures, mais c'est dans les relations humaines qu'il laisse ses cicatrices les plus profondes. Là, dans le silence entre le père et le fils, la véritable ampleur de cette crise m'est apparue, non pas comme un problème abstrait, mais comme une tragédie personnelle.
et je savais que la suite ne serait plus une analyse, mais une confrontation. La confrontation était devenue inévitable, non pas comme une explosion, mais comme un choc entre deux réalités désormais incompatibles. Je sentais ma réflexion basculer de l'analyse à l'action de l'observation, à la prise de responsabilité. À ce moment précis, le silence ne signifiait plus neutralité mais complicité. Tout ce que j'avais vu jusque-là indiquait que préserver les apparences pouvait certes apporter une paix éphémère, mais qu'à long terme, cela ne ferait qu'aggraver les dégâts. Ce qui rendait cette confrontation si tendue, ce n'était pas seulement son contenu, mais aussi le contexte. Le pouvoir s'exerce au mieux lorsqu'il n'est pas contesté, lorsque les rituels et les politesses étouffent toute critique. C'est précisément pourquoi ce moment était si pesant. Il ne s'agissait pas ici d'un problème abstrait contre une solution, mais d'une personne contre une autre, d'un masque soigneusement construit contre une vérité qui le rendait intenable. J'ai vu à quelle vitesse l'empathie peut se muer en agressivité lorsqu'on sent le contrôle nous échapper. La même question me taraudait: comment confronter quelqu'un qui a toujours vécu dans la subtilité et la nuance? Des accusations directes seraient immédiatement balayées d'un revers de main jugé exagéré ou émotionnel. Trop de prudence, en revanche, laisserait la porte ouverte au déni. Cette affaire m'avait appris qu'il fallait choisir ses mots avec soin, non pour manipuler, mais pour rester clair. Là où le pouvoir se protège par le flou, la vérité se devait d'être concrète. Le moment venu, la maîtrise de la mise en scène de mon interlocuteur devint douloureusement évidente. Attention, sollicitude, raison. Tout était mis en œuvre pour apaiser les tensions. C'était presque admirable de perfection si ce n'était si troublant. Mes analyses précédentes se confirmaient instantanément. Il ne s'agissait pas d'une réaction spontanée, mais d'un rôle peaufiné pendant des années. Le masque n'était pas nouveau, il était simplement devenu visible. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la facilité avec laquelle le doute a été réintroduit. Non pas par de nouveaux faits, mais en suggérant que les faits pouvaient aussi être interprétés différemment. C'est peut-être là la plus redoutable arme de la manipulation, tout réduire à une simple perspective. Quand tout n'est qu'interprétation, il ne reste plus de vérité à laquelle se raccrocher. J'ai été tenté de me laisser aller à cette relativisation, de penser que ce n'était peut-être pas aussi grave qu'il n'y paraissait. C'est précisément là que résidait le danger. Je me suis donc forcé à aller à l'essentiel. Non pas à l'émotion, non pas à l'indignation, mais au schéma. Un incident isolé peut être un malentendu. 10 incidents sont un signal d'alarme. 100 incidents forment un système. Cette lucidité m'a apaisé malgré la montée des tensions. J'ai compris que la confrontation n'était pas une question de victoire, mais de définition des limites. De nommer ce qui n'était plus acceptable. La réaction qui suivit fut prévisible mais aussi choquante. Le déni céda la place aux avertissements. Non pas des menaces ouvertes, mais des avertissements dissimulés derrière des préoccupations concernant la réputation, la stabilité et l'opinion publique. L'argument était classique, la vérité ferait plus de mal que de la cacher. Je l'avais entendu maintes fois dans d'autres contextes, que ce soit dans le monde des affaires ou au sein des gouvernements. Et invariablement, il ne fait que repousser l'échéance. Les dégâts non reconnus ne disparaissent que pas, ils s'accumulent. Ce qui rendait cette phase émotionnellement complexe, c'était la prise de conscience que personne n'en sortirait indemne. La confrontation n'est pas une victoire morale, c'est un processus de perte. La perte de certitude des relations telles qu'elles étaient, du confort des illusions. Je l'ai ressenti intensément, précisément parce que l'enjeu était si personnel. Mais je sentais aussi quelque chose d'autre grandir en moi, la détermination. La conviction que l'intégrité prime sur l'harmonie. Quand le masque a finalement commencé à se fissurer, ce ne fut pas un moment dramatique, mais un changement subtil. Un regard devenu un peu trop dur, un silence qui s'est prolongé. Là, dans ces petites fissures, ce que les mots tentèrent de dissimuler est devenu visible. J'ai alors compris que la confrontation ne mène pas toujours à l'aveu, mais qu'elle mène à la lucidité. Et la lucidité suffit parfois pour franchir l'étape suivante. Au terme de cette phase, une chose était indéniable, revenir à la situation antérieure était devenu impossible. La vérité avait triomphé et ne pouvait plus être ignorée. La question n'était plus de savoir s'il fallait agir, mais jusqu'où irait cette action, et surtout, qui était prêt à en assumer les conséquences. Ce moment marqua la fin du déni et le début d'une décision qui allait bouleverser le système. La décision qui suivit ressemblait moins à un choix qu'à la conséquence logique de tout ce qui l'avait précédé. Pourtant, vous vous tromperiez si vous pensiez que la logique allégerait le fardeau. Bien au contraire. Précisément parce que les conséquences étaient si évidentes, chaque étape prenait un poids plus lourd. J'ai compris qu'intervenir comportait non seulement un risque personnel, mais aurait aussi un impact sur un système bâti sur la continuité et la prévisibilité. Au sein de telles structures, le changement n'est pas un acte neutre, c'est une onde de choc qui met tout en mouvement. Ce qui m'a préoccupé durant cette période, c'était la tension entre responsabilité et retenue. Pendant des années, j'avais appris que la stabilité était une valeur fondamentale à protéger à tout prix. Or, il est devenu évident
que la stabilité sans intégrité n'est qu'une illusion passagère. Cette affaire a démontré que la tranquillité peut aussi résulter de la répression du lissage de conflits qui en réalité exige une attention particulière. Ma conception du leadership a évolué, il ne s'agissait plus de maintenir un équilibre, mais d'oser corriger les déséquilibres. Les discussions qui suivirent furent à la fois exigeantes et techniques. Cadre juridique, protocole précédent, tout fut examiné avec soin. J'ai été frappé par la rareté de l'utilisation de tels mécanismes et par la forte résistance à leur activation. Non pas parce qu'ils sont injustes, mais parce qu'ils reconnaissent implicitement que le système ne se corrige pas de lui-même. Cette prise de conscience m'a fait comprendre de façon douloureuse pourquoi cette mesure était si exceptionnelle. Il ne s'agissait pas d'une remise en question personnelle, mais d'une intervention institutionnelle. Parallèlement, un doute latent persistait. Non pas sur les faits eux-mêmes, mais sur leurs conséquences. Comment le public réagirait-il ? Comment cela serait-il interprété à un moment où la confiance dans les institutions est déjà fragile ? Je ressentais la pression des malentendus potentiels, des simplifications excessives et des récits sensationnalistes qui risquaient d'occulter le fond du problème. La tentation de choisir des demi-mesures était forte, un geste symbolique, une solution temporaire, quelque chose qui ramènerait le calme sans s'attaquer au fond du problème. Mais tout en moi résistait à cette tentation. Ce qui m'a aidé, c'est de revenir à l'essentiel. Le pouvoir qui refuse d'être remis en question se radicalise. Il ne s'agit pas d'un jugement moral, mais d'un constat historique. Ne rien faire reviendrait à laisser entendre que la manipulation est payante pourvu qu'elle soit suffisamment sophistiquée. Cette prise de conscience a guidé ma décision. Il ne s'agissait pas de punir, mais de contenir. De rétablir la confiance en montrant que personne n'est au-dessus des lois, aussi proche soit-il du système. L'impact de ce choix fut bien plus profond que je ne l'avais imaginé. Les structures internes commencèrent à se transformer parfois timidement, parfois brutalement. Des personnes restées silencieuses pendant des années prirent prudemment la parole. D'autres se replièrent sur elles-mêmes, incertaines de leur position. Le système réagit comme toujours face à un véritable changement par la résistance et l'adaptation. J'ai constaté la fragilité de l'ordre face à la vérité, mais aussi sa résilience lorsque cette vérité est enfin reconnue. Sur le plan émotionnel, ce fut peut-être la phase la plus difficile. Non pas à cause des critiques extérieures, mais parce que j'ai compris que la guérison prendrait du temps. La confiance se construit lentement et se défait progressivement. J'ai connu des moments de doute, des moments où la simplicité du silence me paraissait séduisante. Mais je revenais sans cesse à la même question, quel est le prix de l'inaction ? À chaque fois, la réponse était plus évidente que le confort de ne rien faire. Durant cette période, j'ai aussi commencé à me projeter dans l'avenir, non seulement aux conséquences immédiates, mais aussi à ce que cela impliquerait pour le futur. Quelles leçons en tirerions-nous ? La transparence serait-elle structurellement renforcée, ou les gens finiraient-ils par retomber dans leurs vieilles habitudes ? J'ai compris qu'une décision isolée, aussi radicale soit-elle, ne garantit pas un changement durable. Au mieux, c'est un point de départ. À la fin de cette section, j'éprouvais un mélange d'épuisement et de lucidité. Ce choix avait bouleversé le système, mais l'avait aussi éveillé. C'est peut-être là le paradoxe d'une véritable réforme déstabilisée pour mieux se stabiliser. Quoi qu'il advienne, une chose était sûre, l'illusion que tout pouvait rester inchangé avait définitivement disparu. Et peut-être aussi douloureux que cela puisse paraître, était-ce précisément ce qu'il fallait. Les suites furent moins spectaculaires que ce à quoi beaucoup s'attendaient. Pas de catharsis immédiate, pas de fin abrupte. Au lieu de cela, un long processus de réorganisation se déroula presque silencieux, mais d'autant plus profond. Ce qui me frappa le plus, c'est la rapidité avec laquelle la tension extérieure se détourna, alors qu'à l'intérieur, tout était encore en pleine mutation. Ce contraste m'a appris une leçon fondamentale sur les crises pour le monde extérieur, ce ne sont que des instants. Pour ceux qui y sont confrontés, ce sont des cheminements. Dans les semaines qui suivirent, l'ampleur des conséquences apparut clairement. Des structures, tenues pour acquises depuis des années, durent être réexaminées non seulement sur le plan formel, mais aussi culturel. Qui avait accès à l'information qui déterminait l'ordre des décisions ? Et peut-être la question la plus difficile, comment empêcher l'émergence de nouvelles concentrations de pouvoir à la place des anciennes ? Je réalisais combien ces questions étaient dérangeantes, précisément parce qu'elles n'appelaient pas de réponse facile. Dans le même temps, quelque chose d'autre a commencé à se dessiner, une reprise prudente. Non pas une reprise annoncée par des communiqués, mais une reprise qui se construit petit à petit au fil de moments intimes. Des conversations qui ont enfin eu lieu, des malentendus qui ont été dissipés parfois avec un retard douloureux. J'ai vu comment la confiance peut lentement revenir lorsque la vérité n'est plus éludée. Ce n'était pas sans heurts, mais c'était authentique. Et c'est ce qui a tout changé. Ce que cette période m'a surtout appris, c'est que le pouvoir et la vérité ne sont jamais en équilibre stable. La vérité exige d'être entretenue. Elle exige des personnes prêtes à supporter l'inconfort qui ne cède pas immédiatement lorsque la paix est troublée.
j'ai commencé à me demander combien d'institutions échouent, non pas par manque de valeurs, mais parce que personne n'est prêt à défendre ces valeurs au péril de sa vie. Cette prise de conscience a donné à toute cette expérience une portée bien plus grande que son contexte immédiat. Envisageant l'avenir, je n'éprouvais pas un triomphe, mais une responsabilité. Une intervention isolée, aussi radicale soit-elle, ne garantit pas la supériorité morale. Tout au plus, elle ouvre la voie à de meilleurs choix. Cet espace doit être constamment reconquis. La transparence ne saurait être un acte ponctuel, elle doit devenir structurelle. Et le pouvoir doit être sans cesse remis en question précisément par ceux qui en sont les plus proches. J'ai également constaté que cet événement avait modifié ma propre perspective. Je suis devenue plus prudente face aux suppositions, plus critiques envers le silence et plus attentive aux subtilités. Tout ce qui paraît calme n'est pas forcément sain. Tout ce qui est exempt de conflit n'est pas forcément juste. Ce sont des leçons difficiles mais précieuses. Elles nous obligent à mûrir tant sur le plan personnel qu'institutionnel. Au terme de ce parcours, une question demeurait et j'ai délibérément choisi de ne pas y répondre. Combien d'histoires similaires existent encore invisibles, bien dissimulées derrière des rituels, des procédures et des sourires de façade? Le véritable travail ne consiste peut-être pas à dénoncer une situation isolée, mais à développer une culture où de telles situations ont moins de chances de se produire. Ce n'est pas la tâche d'une seule personne, mais celle de tous ceux qui attachent de l'importance à l'intégrité. Je ne conclus pas ce récit par une certitude, mais par une invitation. Une invitation à réfléchir au pouvoir, à la vérité et au courage nécessaire pour les affronter. Car en fin de compte, ce ne sont ni les structures, ni les titres qui déterminent l'avenir d'une institution, mais la volonté des individus d'assumer leurs responsabilités lorsque c'est le plus difficile.